bienvenue dans une nouvelle vidéo qui se veut un petit peu plus légère de ce que vous avez l'habitude de trouver sur ma chaîne. J'ai décidé de faire un question tag, à savoir les 10 questions qu'on me pose le plus en tant que psychologue, psychothérapeute. Donc c'est parti avec la première question qu'on me pose le plus, le top du top, c'est pourquoi est-ce que tu es devenu psychologue? Pourquoi avoir choisi des études de psychologie? Alors déjà, je trouve cette question des fois un petit peu intrusive, c'est un choix qui se veut personnel, on choisit ses études en fonction de ce que l'on aime, de ce que l'on a vécu, mais beaucoup d'étudiants me la posent car généralement c'est une question qui tombe à la sélection. Donc bien évidemment, il faut éviter tous les clichés autour de c'est parce que j'ai envie d'aider les autres, c'est parce que je suis très empathique, c'est parce qu'on m'a toujours dit que je ferais un bon psychologue, etc. etc. Là, l'objectif quand on vous pose cette question, ça va être vraiment d'amener ce qui vous intéresse dans la psychologie, pourquoi vous avez envie d'accompagner les gens au cours des périodes particulièrement des fois difficiles qu'elles sont en train de vivre. Bien évidemment, vous pouvez aussi vous intéresser à une thématique bien particulière. Moi, dans mon cas, j'ai toujours été hyper intéressée par les psychotraumatismes. Je m'intéresse également aux liens entre le corps et l'esprit, notamment aux douleurs chroniques et au fait que certaines maladies somatiques peuvent avoir un impact et inversement sur la psyché. Je trouve ça même hyper intéressant et très riche cliniquement qu'il y ait des psychologues qui soient aussi riches et variés. C'est-à-dire qu'en sortant de la fac, on n'est pas tous dans le même moule, on n'est pas tous moulés de la même manière, on ne sort pas forcément avec la même émotion, avec le même vécu de l'université, et c'est en ça, je trouve, que chaque psychologue est unique, et je trouve ça exceptionnel, car chaque être humain est unique, et il faut simplement trouver chaussure à son pied, c'est-à-dire le psychologue qui va nous correspondre pour nous accompagner. La deuxième question qu'on me pose le plus, c'est combien tu gagnes? C'est un truc de fou, tout le monde veut savoir le salaire des psychologues. Alors je trouve ça intéressant parce qu'évidemment le salaire des psychologues c'est un truc un peu nébuleux, ça dépend d'énormément de choses, ça dépend de la convention avec laquelle on a signé son contrat de travail, ça dépend également si on est en activité en libéral, ça dépend d'énormément de choses. Moi pour ma part j'ai une fois évoqué le salaire que je touchais en tant que psychologue en EHPAD, les gens ont été incroyablement émus, surpris que je puisse dire ouvertement sur YouTube le salaire que je gagnais, alors qu'en réalité il suffit de taper salaire du psychologue, convention 51, convention 61, convention 2002, et là vous avez la grille, pareil pour tout ce qui est fonction hospitalière. Il y a les grilles salariales, alors évidemment ça peut jouer en fonction de votre ancienneté, vous pouvez aussi négocier tout ça. Pour ce qui est de l'activité en libéral, ça va bien évidemment dépendre du nombre de patients, du nombre de jours en quels vous êtes en libéral. Bien évidemment, vous n'allez pas toucher la même chose si vous êtes toute une semaine en libéral que si vous êtes 2 jours. Ça va dépendre de votre spécialité, ça va dépendre de la ville dans laquelle vous travaillez, ça va dépendre d'un milliard de trucs. Et encore une fois, je trouve que demander le salaire des psychologues, c'est pas forcément une question intrusive, mais c'est surtout que ça me fait rire que ce soit la question numéro 2. Il y a plein d'autres questions à poser aux psychologues, c'est généralement une question qui vient beaucoup de la part des étudiants, mais il y a également d'autres professionnels, notamment ceux qui ne sont pas en libéral. Ça peut être intéressant parce que ça montre aussi la nécessité à certains moments pour des psychologues, pour gagner plus qu'en institution, de s'installer en libéral, alors qu'il faut surtout pas partir avec cette idée en tête, parce que si on espère gagner très vite, très bien sa vie en libéral, c'est pas du tout le cas. Moi j'ai eu la chance rapidement de pouvoir au moins payer mes charges en libéral très très rapidement sans vraiment galérer à me dire il y a un mois où tu vas rien gagner ou devoir faire un prêt, mais encore une fois ça dépend d'un milliard de contextes et chaque psychologue, chaque pratique encore une fois est unique, donc le salaire notamment en libéral est également unique. Ensuite, la troisième question qu'on me pose le plus, c'est quelles sont mes formations? Ça je trouve ça hyper intéressant comme question parce que ça montre que les gens s'intéressent au parcours. Mes patients me posent également cette question-là, notamment en libéral. Les professionnels que je peux rencontrer s'intéressent aux formations que j'ai pu faire et bien évidemment les étudiants, dans une question d'orientation, se posent la question de savoir quel psychologue ils voudraient être et par conséquent par quelle formation ça pourrait être intéressant de passer. Donc au niveau de mes formations, j'ai eu du coup un Master 2 psychodynamique, psychologie clinique et pathologique. C'est une obédience psychanalytique qui ne m'a pas forcément plu et j'ai rapidement voulu m'en dégager. C'est pour ça que je me suis formée pour devenir un petit peu plus intégrative dans ma pratique, à l'hypnose, à la méditation et à l'EMDR. Donc je me suis formée en hypnose, je suis encore en formation par le biais d'un DU, un DU sur 3 ans, je viens de terminer à l'heure actuelle ma 2e année. Pour ce qui est de la formation en méditation, j'ai fait 2 cycles, le cycle MBSR, le cycle MBCT. Je suis allée à une multitude de colloques et de séminaires à ce sujet. Je suis supervisée par un instructeur MBSR, MBCT. Je vous mets dans la description de la vidéo le parcours qu'il faut faire pour être instructeur. C'est pas quelque chose que je recherche, mais si ça vous intéresse, c'est dans la description. Et concernant ma formation en
en EMDR, elle s'est faite en 2 niveaux. Le niveau 1 que j'ai validé juste après ma formation initiale, c'est-à-dire mon diplôme de master, et le niveau 2 une année plus tard. Je vous mets également dans la description le lien vers l'institut de formation que j'ai choisi et je vous renvoie, si vous avez des questions un petit peu plus précises, à ma précédente vidéo concernant les formations post-master. J'ai également fait un diplôme universitaire douleur et soins palliatifs. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo qui s'intitulera Storytime, mes formations. Une autre question que je trouve très intéressante qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que c'est pas trop dur d'être psychologue et exposé, c'est-à-dire d'être une personnalité, je mets des gros guillemets, publique sur les réseaux sociaux. Beaucoup de psychologues aimeraient être plus présents sur Instagram, aimeraient créer un blog, aimeraient se lancer sur YouTube, mais ils hésitent car ils se disent qu'ils vont être exposés. Encore une fois, c'est quelque chose de très important de savoir ce que l'on donne à voir de soi, c'est-à-dire que l'on doit transmettre à l'autre des informations que l'on maîtrise. Moi, très clairement, je n'ai jamais dit où j'habitais précisément, je ne montre rien de mon environnement, que ce soit les personnes qui vivent avec moi. Je donne de temps en temps des petites informations sur Instagram, comme quoi j'ai un chat, je vis en appartement, mais je ne vois pas en quoi ça peut vraiment avoir un impact négatif sur l'image que je peux donner. Ce qu'il est très important de faire, notamment si on est un petit peu connu sur les réseaux sociaux, c'est de prévenir ses patients. Beaucoup de mes patients au début n'étaient pas au courant que j'avais une chaîne YouTube et en tapant un jour mon nom sur internet pour se renseigner encore une fois sur mes formations, sur mon parcours, sont tombés sur certaines de mes vidéos YouTube. Alors bien évidemment, dans aucune de mes vidéos YouTube, je ne parle directement d'un patient, ça serait niveau éthique et déonto un 0 pointé, mais en tout cas, ils s'intéressent beaucoup à ce que je peux faire et c'est très important de les tenir informés. Souvent, quand j'écris un article ou quand l'une de mes collègues ou un collègue, par exemple doctorant, écrit un article en lien avec sa thèse ou avec une thématique qui intéresse le patient, je lui envoie et c'est toujours hyper intéressant de voir l'échange qui peut suivre. En tout cas, si vous décidez de vous mettre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, mais attention bien évidemment à tout ce que vous montrez. Je suis volontairement absente de Twitter car j'ai eu une très mauvaise expérience à titre personnel sur ce réseau. Je le surnomme d'ailleurs le réseau de la haine. Dites-moi en commentaire si j'ai raison, donnez-moi envie de rejoindre ce réseau car vous êtes nombreux à me dire « T'es présente sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook ». Il t'en manque un 5e, mais pour le moment, je ne suis pas très chaude à aller sur ce réseau-là. Donc n'hésitez pas à me faire des retours d'expérience, notamment si des professionnels de santé sont présents là-dessus. Une autre question qu'on me pose beaucoup, c'est quel âge as-tu? Alors cette question, je suis encore en train de savoir si elle est intrusive ou si elle est légitime. J'ai un petit peu du mal à me positionner par rapport à ça. Quand on demande l'âge de quelqu'un, il faut surtout savoir ce qui se cache derrière cette question. Je pense que généralement, beaucoup de personnes se disent comment c'est possible qu'une personne de 25 ans, de 30 ans ou même de 40 ans puisse avoir suffisamment d'expérience, suffisamment de vécu pour pouvoir accompagner une personne sur telle ou telle pathologie, dans telle ou telle étape de sa vie. Donc si on prend ce chemin-là, dans ce cas-là, ça reviendrait à dire que pour accompagner de la bonne des manières quelqu'un, il faudrait avoir été touché de près comme de loin ou avoir vécu toutes les expériences de vie, ce qui reviendrait à avoir eu une vie horrible ou en tout cas une vie particulièrement mouvementée. Si pour accompagner le deuil d'enfant, il fallait soi-même avoir perdu un enfant, ce serait un petit peu compliqué. Si pour accompagner quelqu'un atteint d'un cancer, il fallait soi-même avoir eu un cancer ou l'un de ses proches qui a été touché par la maladie, ça serait également compliqué. D'ailleurs, généralement, les psychologues n'accompagnent pas les personnes ou les pathologies qui trouvent trop écho à leur vécu. Ou alors, en tout cas, c'est parce qu'ils l'ont largement travaillé, largement analysé et qu'ils sont suffisamment capables pour en parler et surtout pour éviter que ça trouve écho à leur propre vécu. Donc bien évidemment, là je rentre en compte dans cette question, dans ce questionnement sur la jeunesse et surtout les gens font beaucoup l'amalgame entre jeunesse et inexpérience. Ça je trouve ça très dommage puisque tout le monde sort de l'université avec globalement le même bagage ou en tout cas dans un même master, les gens diplômés ont la même formation. Après chacun ne l'intègre pas de la même manière, mais pour être psychologue, il faut minimum 5 ans d'études et 500 heures de stage. Donc généralement, il y a un petit syndrome de l'imposteur qui se développe, c'est pour ça que beaucoup de jeunes diplômés dans leur âge, mais également jeunes diplômés fraîchement sortis d'université, n'osent pas s'installer en libéral parce qu'ils ne se sentent pas crédibles au vu de leur âge. Alors là-dessus, c'est hyper important de bosser là-dessus, de bosser sur la notion de crédibilité, d'expérience, d'estime de soi et surtout d'estime de soi professionnelle. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, à savoir les psychologues sont-ils des imposteurs, où je m'ouvre un petit peu à vous pour vous raconter comment moi j'ai vécu ce syndrome-là,
comment j'ai fait pour m'en sortir, même s'il reste encore très actif. Une autre question également qu'on me pose beaucoup, c'est comment fais-tu pour ne pas être débordé par les émotions de tes patients? Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante qui revient énormément, notamment sur les réseaux sociaux, et les patients me la posent également à certains moments. Alors déjà, il faut savoir que pour accompagner quelqu'un, pour aussi l'accompagner dans la traversée émotionnelle qu'il est en train de vivre, on a une solide formation. Comme je le disais, pour être psychologue, c'est 5 ans minimum d'études avec beaucoup d'heures de stage. On rédige également un mémoire qui reste exclusivement théorique, même s'il y a une partie bien évidemment qui est centrée sur la clinique. Ensuite, ce qui est très important de rappeler, c'est que les psychologues ont généralement fait une analyse personnelle, sont en supervision ou en intervision. Ça rejoint le fameux acronyme que j'aime bien nommer SIA, à savoir supervision, intervision, analyse personnelle. Comme je le disais tout à l'heure, c'est également important que le psychologue puisse se positionner et savoir si l'histoire du patient, le vécu, ce qu'il est en train de vivre, ne trouve pas écho à quelque chose qui n'est pas digéré et qui n'est pas compris par le thérapeute. Ça, c'est très important, mais sachez que les thérapeutes sont généralement passés par la case de l'analyse. Je vous incite d'ailleurs, si les psychologues hésitent encore à le faire, à vraiment y aller. Ça permet vraiment d'arriver à se positionner, d'être meilleur thérapeute et surtout d'accompagner de la bonne des manières chacun de ses patients. Comment devient-on psy? C'est une question qui revient également énormément, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est une question qui m'est également posée par les patients. Ça, je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire qu'ils se questionnent, notamment sur la crédibilité des diplômes, notamment sur la manière dont ils vont pouvoir être pris en charge, et ça permet de placer toute la confiance dans leur thérapeute. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'il y a énormément de confusion entre le psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute, le psychopraticien, le psycho-machin truc bidule, et du coup, ça devient vraiment nébuleux pour le patient. Je vous avoue que moi-même, à la sortie de mes études, je ne savais pas trop comment expliquer la différence entre psychothérapeute, psychologue clinicien, même la différence entre un psychologue cognitiviste, un neuropsychologue. Il y a tellement de spécialités, tellement de spécialisations que c'est extrêmement déroutant. Je vous ai mis dans la description plusieurs liens qui renvoient à des vidéos explicatives hyper intéressantes. Ça sert à rien que je le refasse en vidéo puisque ça a été fait, refait et re-refait. Donc n'hésitez pas également à aller voir des posts Instagram à ce sujet qui viennent vraiment clarifier de manière nette et précise la différence entre toutes ces belles professions. Ensuite, une autre question qu'on me pose très régulièrement, c'est pas trop chiant d'écouter parler les gens toute la journée? Eh bien non, je fais un métier qui me passionne et en aucun cas ce n'est chiant d'écouter parler les gens toute la journée. Sachez que quand on va chez le psychologue, on ne fait pas que parler, on élabore, on discute, on échange et on n'est pas autour d'une tasse de thé en train de raconter son dernier week-end avec ses copines. Ça peut passer à un moment par une phase un peu plus informelle, où on prend des nouvelles du patient sur ce qu'il a vécu dernièrement, mais généralement on va vraiment s'interroger sur ce qui trouve écho chez lui actuellement, quels sont les axes thérapeutiques à travailler, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme prise en charge. Vraiment tout ça, ça s'articule autour d'une formation solide, on n'est pas là pour blablater avec le patient, l'important c'est vraiment que le patient se sente bien et si à un moment ce que mon patient dit je trouve ça chiant, il faut vraiment que je me remette en question parce que si un jour cette idée me traverse l'esprit, il faut vraiment que je fasse un renforcement de mon analyse personnelle, voire carrément que je me réoriente. Et du coup, est-ce que vous aussi vous avez des troubles? Pourquoi est-ce qu'un psychologue n'est jamais déprimé? C'est quelque chose qui revient également très fréquemment. Alors il faut savoir qu'il y a plein de psychologues qui ont des troubles, plein de psychologues qui sont déprimés, parce qu'en fait, je vais vous apprendre quelque chose d'incroyable, mais les psychologues sont des humains. Et oui, nous avons des émotions, ce qui fait qu'à certains moments, nous pouvons, comme vous, traverser des moments particulièrement compliqués. Être psychologue ne protège pas des traumatismes, ne protège pas des maladies mentales comme des maladies physiques. Donc bien évidemment, le psychologue, il peut avoir des ressentis, des émotions et des traumatismes. Là encore, d'où la nécessité d'avoir une solide analyse personnelle, de pouvoir faire appel à un superviseur en supervision et pourquoi pas de créer son propre groupe d'intervision. Et enfin, pour terminer, la dernière question qu'on me pose très régulièrement, c'est est-ce que tu aimes ton métier? As-tu des regrets? Là encore, c'est une question particulièrement intéressante. J'y répondrai très simplement en disant que j'adore mon métier, j'ai la chance de faire un métier passion. La psychologie m'a toujours passionnée et je déborde d'énergie pour continuer de me former, pour m'intéresser à toutes les thérapeutiques, toutes les méthodes, tout ce qui peut sortir. Je suis vraiment une hyperactive cognitive au niveau de tout ça et ça me remplit de joie de me dire que j'ai la chance de faire un métier qui me correspond à 100%. Je ne suis pas à l'abri un jour de me lasser de ce métier et si tel est le cas, je ne prendrai jamais ça comme un regret. Bien au contraire, ça m'aura tellement enrichi d'un point de vue professionnel et personnel que les regrets n'auront pas lieu d'être.
En tout cas, si un jour vous ressentez des regrets, c'est hyper important de vous faire aider, de vous faire accompagner pour dépasser ces regrets et rentrer dans un registre un petit peu plus positif, pour surtout pas tomber dans les remords, parce que ça c'est la catastrophe, les remords, mais en tout cas pour vraiment faire des liens avec ce que vous avez pu acquérir comme expérience et compétences et ce que vous pouvez en faire. Je vous renvoie d'ailleurs à un dernier post Instagram que j'ai pu faire sur Ikigai, qui est hyper intéressant et qui est une méthode qui permet de trouver son Ikigai, à savoir le point d'équilibre entre ce que l'on aime, ce qui nous passionne et le métier que l'on peut faire. Voilà, cette vidéo est terminée, mais juste avant de partir, comme c'est un question tag, je vais taguer 3 personnes qui me passionnent au quotidien, qui m'aident vraiment à me renouveler sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à savoir 2 psychologues et une jeune étudiante. Donc je vais taguer Audrey, alias La Psy qui parle. Je vais également taguer une nouvelle venue sur YouTube, c'est-à-dire Marion Télisson, qui a une chaîne très prometteuse, et je peux même vous dire que vous la verrez prochainement sur ma chaîne. Et enfin Léa GLCT, qui est une étudiante en master, qui tous les jours ou presque poste des vidéos sur Instagram, des vidéos sur YouTube, qui nous permettent de mieux nous organiser, et surtout elle nous replonge dans le monde étudiant et notamment ses difficultés. Donc les filles, c'est à vous, je vous laisse le temps de vous approprier ce tag et de nous raconter du coup quelles sont les 10 questions qu'on vous pose le plus en tant que psychologue et en tant qu'étudiant. Avant de partir, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si cette vidéo un petit peu plus légère, comme je disais, vous a plu. Je reviendrai dans une nouvelle catégorie de vidéos très prochainement qui s'appelleront les story time, à savoir différents temps de mon parcours universitaire et de mon parcours professionnel qui ont pu jalonner tout un tas de choses au cours de ma vie et qui, je trouve, pourront trouver écho de manière intéressante chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésitez pas à être actif dans les commentaires et également à me dire quelles sont les questions qu'on vous pose le plus au quotidien en tant qu'étudiant en psychologie, en tant même que professionnel paramédical, et vraiment qu'ensemble on puisse voir quels sont les stéréotypes qui tournent autour de nos professions. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.